On développe actuellement une plateforme pour valider les variants rares, comme vous avez compris, au sein du service de cytogénétique et de biologie cellulaire dirigé par professeur Marc-Antoine Bello-Tureau. Et je fais équipe avec Sylvie pour appliquer au moins une pathologie dans un premier temps, l'insuffisance ovarienne prématurée, pour les preuves de concept. C'est une pathologie relativement fréquente, hein, vous voyez bien la prévalence en fonction de l'âge. Les causes ne sont pas tout à fait cernées. Il y a probablement une cause génétique, c'est même sûr, mais on n'est pas complètement sûr de l'importance de la génétique. Il y a des causes environnementales et d'autres probablement virales. Vous savez tous que l'IOP se définit par une baisse de la réserve ovarienne. On a un certain nombre, enfin plutôt les femmes, un nombre limité de follicules primordiaux à la naissance et ça dépend comment on consomme ce stock, à quelle vitesse. Il a été publié ce mois-ci un bilan sur les gènes mis en cause dans cette pathologie. Il est très clair que les mutations peuvent toucher bien sûr l'ovocyte ou encore l'ADN mitochondrial, mais aussi les cellules environnantes, hein, comme les cellules de la granulosa. Et on a différents gènes touchés. Le tableau est relativement complexe et on peut d'ores et déjà dire que cette revue est incomplète puisque Sylvie a identifié bien d'autres gènes avec ces séquençages qui ont été réalisés grâce au plan France Médecine Génomique 2025. Et comme vous tous, je pense, on arrive à un pipeline qui marche très bien, c'est-à-dire que la prise en charge est parfaite, le laboratoire peut faire le séquençage, la bioinformatique identifie des variants, et la difficulté, c'est de conclure sur le rôle de ces variants. Donc on s'accroche aux bases de données ou aux descriptions, et malheureusement, dans 20, 30, 40% des cas, on ne peut pas conclure sur le rôle de ces variants. Je reviens sur l'IOP. C'est le cas très précisément pour les patientes qui ont été analysées avec ce pipeline. Hein. Environ 20% des patientes qui sont prises en charge par la plateforme régionale dirigée par Sylvie, on ne peut pas conclure puisqu'on a des VUS, d'accord. Donc on ne connaît pas le rôle de ces variants. Les autres, heureusement, on établit un diagnostic et pour certaines d'entre elles, elles sont analysées via Sequoia. Donc on fait quoi de ces personnes? Et avant de conclure, je vous rappelle, comme l'a dit Delphine, que dans la grande majorité des pathologies génétiques, c'est principalement des points de mutation. Hein, et ça se vérifie là à nouveau dans les séquençages réalisés avec Sylvie et d'autres collaborateurs, bien sûr. Donc, quels sont ces VUS et est-ce qu'on peut les tester dans cette pathologie? La seule façon de tester, c'est faire des tests biologiques sur des cellules, bien entendu. Donc on développe deux approches complémentaires, la plateforme EPIC pour l'exploration fonctionnelle du rôle pathologique de variants génétiques rares. La première approche, c'est celle qui a été présentée par Delphine, excusez-moi. Donc on part de peaux de patients, c'est peut-être la plus simple. Dans le deuxième cas de figure, comme celui-ci, il va être difficile de prélever des follicules primordiaux chez les patients, bien entendu. Donc on part de lignées cellulaires qui n'ont pas ces variants génétiques et on les crée à l'aide du prime editing ou d'autres technologies. L'idée, c'est d'obtenir des lignées modifiées et d'autres non modifiées pour les comparer et faire des tests fonctionnels. J'illustre mes propos avec un exemple assez simple, un peu plus loin, qui touche l'AMH. Donc on utilise le CRISPR, vous avez compris, qui permet de faire à peu près ce qu'on veut comme réécriture. Delphine ne vous a pas expliqué comment elle fonctionne, cette technologie. Je vais juste dire un tout petit mot supplémentaire pour ne pas aller trop loin dans la technique, mais pour vous faire envie en fait, d'aller vers cette technologie. Vous avez compris que le CRISPR permet de couper l'ADN des cellules des patients ou des lignées cellulaires. Donc on a une seule coupure et pas deux coupures. C'est primordial pour la transmission, pour la mise en place chez le patient, puisque le risque est quasi nul. Le fait de couper un seul brin d'ADN et pas les deux brins d'ADN. Donc on coupe un brin d'ADN et nous avons introduit un guide, ce qui est en bleu là, et le guide, excusez-moi, il est partiellement complémentaire au brin coupé, et c'est dans cette partie du guide qu'on introduit la modification souhaitée. Par exemple, ici, l'introduction d'une mutation. Et ça peut être la correction d'une mutation. Et on peut faire à peu près tous les schémas que vous ont cités Delphine et d'autres. Donc c'est une méthode très souple. Pourquoi on se focalise sur le prime editing? Puisque la grande majorité des mutations sont des mutations ponctuelles, liées aux maladies génétiques. Et actuellement, on a des méthodes de validation qui sont principalement pas que, limité aux exons, aux introns, un petit peu les promoteurs, un petit peu les 3' mutaires. Mais vous savez que la réalité, c'est le séquençage du génome complet. Et là, il va falloir s'atteler à d'autres problèmes, comme les enhancers, les régions non codantes, etc., etc. Et là, on ne peut pas utiliser notre technique traditionnelle. Donc, tout qu'on apporte quelque chose de complémentaire à ce qui existe. Et en théorie, on peut tester 89% des variants.
Alors, si on s'intéresse à un cas très pratique, ce qu'on a validé ici sur la plateforme, vous connaissez le rôle de l'AMH. L'AMH fonctionne un petit peu comme un frein. J'arrive pas à voir la souris, excusez-moi. Oui, on va oublier le laser. L'AMH fonctionne comme un frein. Quand les follicules primordiaux s'engagent vers une future ovulation, on va dire, il y a un système de feedback négatif qui empêche une entrée trop importante du nombre de follicules primordiaux dans la différenciation pour donner un 2 graphe. Et ce frein, c'est l'AMH, qui est une hormone. Cette hormone est synthétisée sous forme de pré-pro-hormone qui nécessite une maturation protéolytique. Elle se fixe sur son récepteur et va activer des voies assignation comme la voie SMAD4. Et cette voie SMAD4 va réguler l'expression de certains gènes. La mutation, elle est retrouvée à l'état homozygote, une jeune femme de 27 ans, une insuffisance ovarienne débutante. Ce SNP est connu dans la population, il est très très rare, il est bénin à l'état hétérozygote, donc là il a été retrouvé à l'état homozygote, je me répète, et il touche une valine en position 12. Alors si on s'amuse à utiliser le dernier joujou distribué par Google, AlphaFold, qui permet de prédire toutes les structures de toutes les protéines, une grande partie pardon, du génome, on se rend compte que la prédiction informatique nous montre qu'on touche une zone qui n'a pas l'air très intéressante, et on a beaucoup de mal à prédire une altération de la fonction de cette hormone, puisque c'est très loin du site important. Alors, pour tester le rôle de cette mutation chez la patiente, on a dessiné un guide que vous voyez ici. On a introduit une coupure, et là, on est capable d'introduire la mutation d'intérêt, finalement, dans l'exon 1 et tester l'hypothèse. Je passe les détails techniques. Ce qu'il faut retenir, c'est vraiment ces diapositives. Quand on fait du gene editing, le vrai problème, c'est l'efficacité de la technologie. Là, on a obtenu 61% d'efficacité. Il n'y a pas une autre technique que je connaisse qui fonctionne comme ça. Donc ceux qui hésitent entre différentes technos, l'ancien CRISPR avec un donneur pour introduire la recombinaison homologue, je pense qu'ils vont discuter du prime editing très prochainement, quand ils vont voir le chiffre, 61%. L'efficacité de l'autre technique, c'est entre 0,2% et qu'on est très chanceux 10%. Donc ça marche globalement bien, mais pas à chaque fois. Vous avez vu, Delphine, on espérait obtenir des résultats pour vous présenter les résultats, et non, ça n'a pas fonctionné. Donc ce n'est pas du 100%, bien entendu. La validation, donc on obtient des clones qui ont été édités grâce au CRISPR. On valide bien sûr par séquençage classique en Sanger, et on sélectionne ainsi les clones qui sont homozygotes pour notre mutation d'intérêt, le VUS. Et après, on fait les tests fonctionnels. Là, on a pris un cas d'école, puisque c'est l'AMH, c'est extrêmement décrit, c'est très simple de trouver un readout, un test fonctionnel. On a décidé de prendre un gène cible de cette cascade que je vous ai présenté tout à l'heure, notamment 2 gènes cibles, ID1 et neuroserpine, et on voit que cette voie est dérégulée puisque la régulation n'est pas normale. Donc, très simplement, on a conçu un guide, on a utilisé les outils disponibles chez Adgene, ça coûte absolument rien du tout. On a fait de la biologie cellulaire et on fait du séquençage et une qPCR, et on répond pour ce patient et pour cette patiente. L'idée, c'est bien sûr de reclasser ce variant en patho et de faciliter la prise en charge de la jeune fille, enfin de la jeune femme, excusez-moi, et des jeunes filles de la famille. Alors, pour conclure, ou presque, où est-ce qu'on s'intègre dans le schéma que vous avez déjà présenté plusieurs fois? Nous, on arrive un petit peu à la fin de la cascade, c'est-à-dire que les analyses ont été faites, les bioinformaticiens ont proposé des variants, et quand on a un doute, on pense que c'est intéressant pour la famille ou les patientes, on peut essayer de tester ces variants. Techniquement, on ne peut pas tester tous les variants, et on ne peut pas en tester 500 la semaine, vous avez bien compris. Donc il faudra faire des choix. Mais c'est une solution supplémentaire. Par exemple, tout ce qui affecte l'épissage, les techniques sont déjà en place, donc ça ne sert à rien que nous, on prenne en charge cette activité. L'objectif final, pour nous tous, quand on fait de la validation, c'est bien sûr améliorer la prise en charge et le conseil génétique. Alors, si on veut aller un tout petit peu plus loin, parce que là c'est très techno, finalement on va tester ou pas le rôle des variants, mais n'oubliez pas qu'on va générer des lignées cellulaires ou des cellules de patients qui ont la mutation ou on corrige la mutation. Donc si vous avez une idée de traitement derrière, les cellules sont disponibles. Donc vous avez une possibilité, vous, dans vos services, de récupérer ces cellules et de faire des tests fonctionnels avec des molécules thérapeutiques, ou nous on peut les faire, ou des candidats thérapeutiques. Et c'est là où on met une valeur ajoutée, puisque pour l'instant ça n'existait pas ou peu. Évidemment, c'est pour ça qu'on a fait des antisens avec Delphine, puisqu'on a les cellules du patient, des parents et des cas normaux, on va dire. Donc on peut tester nos candidats thérapeutiques, les effets indésirables, etc. Donc, aide au diagnostic, on travaille nous que sur des mutations constitutionnelles, parce qu'en théorie on n'a que 2 copies,
des gènes mutés, donc c'est un peu plus facile. Dans les lignées cancéreuses, vous avez 5, 6, on ne sait pas trop quoi. On peut espérer participer à des expériences pour répondre est-ce que le traitement est efficace ou pas pour ces patients, pour ces mutations. Et on espère à terme, comme l'a dit Delphine, aller vers des thérapies personnalisées, mais c'est encore à long terme, comme on l'a bien souligné, on est très enthousiaste. On n'oublie pas les limites techniques et réglementaires. Rappelez-vous qu'aux US, quand même, les essais précliniques sont résumés à 3 mois. Quand vous avez un antisens pour un patient qui n'a pas de traitement et qui va mourir, malheureusement, on peut raccourcir à 3 mois les essais précliniques. Donc 2 modèles de rongeurs et c'est fini. Donc ça va quand même très très vite. Donc je pense vous avoir convaincu qu'on essaye de combler un manque. On est au début, on essaye d'avoir le soutien du CHU de Rennes, on espère, cette année. Et pour finir, une petite note. Vous avez tous en tête le 21 juillet 69, quand l'homme a marché sur la Lune pour la première fois. Delphine s'est trompée, c'est le 27 juin 2021 où les premiers essais CRISPR ont été publiés, et pas le 26. Ce monsieur qui a fait ce premier essai CRISPR va donner un talk pour la faculté de médecine de Rennes. Donc si vous voulez le lien, c'est le 1er octobre. C'est vraiment quelque chose d'incroyable ce qu'il a fait, tout en sachant qu'ils ont pris énormément de risques, parce qu'ils ont fait le CRISPR 1.0 qui fait une double coupure de l'ADN chez les patients. Je ne l'aurais jamais fait. Voilà. Pour finir, je voulais bien sûr remercier l'équipe dans laquelle que je co-dirige, l'équipe Platon, c'est l'INSERM 1242, tous les financeurs. C'est dans cette équipe que je fais le développement technologique et je transfère ce savoir au sein du service de cytogénétique qui est dirigé par le professeur Marc-Antoine et ma binôme, c'est bien sûr Sylvie. Et je remercie l'équipe de Biocell, bien sûr, qui nous aide tous les jours. On a un grand nombre de collaborateurs que je ne vais pas oublier, bien sûr. Christelle Dubourg, qui est un relais essentiel pour le séquençage et pour trouver les bons patients, bien entendu. Et d'autres intervenants, notamment en gynéco, comme Diane Balès, Tiffany ou encore Célia Ravel. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, David. On va aller vers 1 ou 2 questions, puis après, on va faire la pause. Bonjour, donc très intéressant. Donc c'est clair que ce genre de développement d'interprétation, ça fait partie des nouveaux métiers comme les assistants de prescription et autres. Donc j'ai bien noté votre petite phrase sur le soutien du CHU de Rennes, parce qu'en pratique, oui, bah, s'ils sont intelligents, ils le feront. Donc en pratique, comment vous voyez la bascule dans la routine diagnostique? En gros, c'est quoi le modèle économique, quoi? Parce que là, il n'y a pas de financement pour faire ça. Ah oui, c'est une question récurrente. Merci de la poser, comme ça permet d'éclaircir. Quand on teste un variant pour un variant d'épissage, c'est un acte. Christelle peut peut-être compléter, mais c'est facturé combien au... Donc la vérification du caractère délétère d'un variant d'épissage, finalement, c'est pas facturé énormément, beaucoup plus faible que ce que ça nous revient en réalité. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de travail pour finalement juste, c'est beaucoup quand même, mais permettre de upgrader la classification d'un variant. Oui. Donc merci, c'est exactement ce que j'avais en tête. Donc j'en profite pour rebondir. La question, c'est, on a dépensé le séquençage, on sait tous combien ça coûte, on est en cul-de-sac, on s'arrête là ou pas? Donc la question, c'est est-ce que ça valait le coup de faire le séquençage pour tous ces patients? Ça, c'est la première question que je lève. La deuxième question, c'est, aujourd'hui, il a été publié sur le NIH, 185 millions de dollars pour 20 laboratoires pour faire ce type de plateforme. Exactement la même chose. Donc peut-être que ce n'est pas intéressant, mais c'est rare que les Américains se trompent ou aient beaucoup de retard. Oui, c'est exactement ce que je voulais dire. Cette histoire-là aux États-Unis, ça roule. Nous, ça roulera dans 20 ans à peu près, peut-être un peu moins. Si... J'espère pas. Oui. Mais par contre, est-ce qu'on peut imaginer dans le cadre de GEMexcel, messieurs, dames, une plateforme régionale d'interprétation des variants avec ce type-là, parce qu'on pourrait éventuellement avoir un groupement des CHU pour financer ça. Et garder les forces qui existent déjà, comme Christelle ou à Brest, ils ont des plateformes qui marchent bien. Oui, bien sûr, évidemment, en s'appuyant sur l'existant, évidemment.
Je sais pas, dans l'Est, Christelle, est-ce que vous avez essayé d'avancer là-dessus? C'est intéressant d'avoir l'expérience des autres. Alors, dans l'Est, nous n'avons pas du tout l'historique et l'opérationnalité de collaboration inter-CHU que vous avez dans l'Ouest. Ce qui fait que... voilà. Voilà. Ce qui fait que... il y a tout à construire, je vais dire comme ça. Voilà.